Jean-Pierre, on va commencer par le début. Est-ce un mythe, est-ce une réalité? Ça a été une jam qui a eu lieu au CAFCONS en 1984. Tu t'en souviens? Exactement. Alors, effectivement, ça a été une jam en 84 au CAFCONS, mais en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai connu Paco donc avant, et Louis pareil. Je les ai connus à peu près en même temps. Je crois que Louis, je l'ai connu en 83, et Paco 84. D'un côté, moi, je connaissais Alain de Biossa, et ouais, du CIM, parce qu'on était au CIM ensemble à l'époque, absolument. Et puis, Jean-Pierre connaissait Paco. Et Paco, de son côté, a amené Michel Alibo, avec qui il avait dû jouer dans des séances de studio. Et de là, on ne s'est pas vraiment quitté. C'est-à-dire que moi, effectivement, je connaissais Paco pour l'avoir vu jouer au Sunset à l'époque. Donc un jour, moi j'avais des compositions, des machins, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un groupe, quoi. Enfin, qu'on essaye de mettre ça, monter un groupe, quoi. Et moi, donc, je connaissais Louis à l'époque. J'avais sûrement croisé, sans savoir, peut-être Jean-Pierre ou Alain ou Louis ou tu vois, ou tous ceux qui étaient là à l'époque. Mais c'est Paco qui a monté une espèce de rendez-vous au Salon de la musique, donc de l'année 84 si je ne m'abuse. Et on était sur un stand, je sais plus lequel, le stand Vigier peut-être, ou je sais plus trop quel stand, et de là, la jam, voilà, et la jam a démarré. Et bon, et là, les gars, ils étaient en train de faire l'affaire, là, les musiciens qui étaient censés être officiellement les musiciens de Vigier, du stand Vigier, quoi. Donc on s'est fait jeter en disant, bon les gars, c'est bon, là, il y a des musiciens qui sont là pour ça, donc on a arrêté le bœuf. Et on l'a repris le soir même au CAF France. Voilà. Et donc c'est par la suite, effectivement, en se rencontrant que, entre guillemets, Paco m'a kidnappé pour jouer avec Eddie Louis. Il y a eu plein d'histoires, en tout cas simultanées, à l'histoire Sixon. Et Sixon, ça a été trouvé par Michel, par Alibo. C'est Michel alors. C'est Alibo qui a trouvé le nom Sixon, qui a dit, ben ouais, on est finalement, on va être 6, donc autant 6, 6, 1, ça fait 6 Sixon, quoi. Et donc, et voilà, c'est comme ça, c'est né Sixon, quoi. Alors l'autre élément aussi important qui s'est greffé sur l'aventure Sixon, c'est Gilles Dumer qui a pris le relais. Bon, si le premier producteur a été Alain Guérini, celui qui a été votre manager, votre producteur, qui a porté aussi toute l'aventure aussi loin, c'est... Ouais, absolument, ouais, absolument. Je crois que ça a duré le temps de faire le premier album Nuit Blanche et de faire quelques concerts, quelques festivals où ça prenait bien quand même. On sentait qu'il y avait un vrai engouement, mais on n'avait pas de manager réel parce que Alain Guérini avait le label donc Open, il a produit le premier disque. Et sur ce, on a rencontré au bon moment Gilles Jumer qui est venu nous voir jouer au New Morning. Et donc voilà, il nous a dit vraiment noir sur blanc ce qui pouvait se passer si on avait envie vraiment. Et donc voilà, on est parti pour une dizaine d'années de travail avec lui au moins, quoi. C'est un groupe qui a été un peu béni des dieux. Ouais.
bonsoir, bienvenue au Sunset. Très heureux de vous accueillir ce soir avec le groupe Sixon. Jean-Pierre Como au clavier, Alain de Biossa au saxophone, Michel Alibo à la basse, Papko Serré à la batterie et Louis Winsberg à la guitare. Sixon, la première rencontre réelle a été au Caf Cons et dans les années 85. Et suite à un espèce de jam, bof, comme on veut, on a décidé de poursuivre l'histoire Sixon. Et donc en fait avec Paco, qui lui jouait déjà à l'époque dans un club qui s'appelle le Sunset, qui est un club mythique, enfin qui est toujours un club mythique du reste. Mais à l'époque c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de clubs, il y avait vraiment le Sunset, le Baiser Salé. Paco avait été programmé un mois, puis jouait tous les soirs pendant un mois. Et donc je lui ai dit pourquoi il faudrait que tu branches le Sunset pour qu'on puisse jouer et faire un club réellement pour s'entraîner, quoi, enfin pour jouer, etc., etc. Et donc on a joué pendant une semaine au Sunset et ça a été vraiment le premier club dans lequel on a joué, dans lequel Sixon a joué, quoi. Donc voilà, on est dans les lieux du Sunset avec Stéphane Porté, qui est le patron des lieux, on va dire. Donc voilà, maintenant j'aimerais bien voir un peu comment ça se passe et comment lui, donc Stéphane, a perçu cette époque et quel souvenir il en a, et j'aimerais bien qu'il en parle lui. Donc en fait Sixon a un rôle, je vais dire, très important dans l'histoire du Sunset, évidemment. Groupe mythique des années 80-90, l'époque jazz fusion, jazz rock. Premier concert en 85. Alors le club était complètement décoré de A à Z à l'africaine, si je me souviens bien. Il y avait des tentures partout. Bref, on ne reconnaissait pas du tout l'endroit, une ambiance mémorable. Et je crois qu'il y a une bonne anecdote à raconter ce premier concert, puisque le répertoire n'était pas encore constitué. Je crois qu'effectivement, il y avait eu un concert ou deux, il y avait une jam enflammée au Caf Cons, à côté de chez nous. Et ils sont arrivés avec un répertoire de 3 morceaux. Un morceau par set. Pour information, un set, ça dure à peu près 1 heure de temps. Donc vous imaginez le nombre de chorus, le nombre de bonnes choses qu'on a pu entendre sur ces sets-là. Et je crois qu'ils ont tout de suite marqué l'histoire du jazz français. Ces premiers concerts, tout de suite, il y a eu une espèce de bouche-oreille, un bug qui s'est créé autour d'eux. Et les semaines qu'on suivit, où on a fait d'autres concerts avec Sixon, c'était plein à craquer avec des queues, des files d'attente pour écouter ce groupe qui est devenu mythique en très peu de temps et qui était vraiment le reflet de ce qu'était la scène française de jazz à cette époque-là.
Donc Sixon, c'est 15 ans, 16 ans de voyage, de tournée. Quels sont toi tes grands souvenirs, tes grands moments, que ce soit dans les tournées en Afrique ou en Asie Après une réunion avec Alain Guérini aussi, on disait bon, c'est bon, on connaît par cœur Sunset, Veillée Salée, enfin on a fait le tour 15 fois de tous les clubs, Petit Opportun, et qu'on voulait tourner, on était complètement chaud comme ça, excités, on voulait absolument tourner, et qu'il a fallu trouver un tourneur. Donc au bout d'un an à se chercher comme ça, enfin plus d'un an, on a rencontré Gégé Maire, on s'est fait une réunion. Et bon, il nous a annoncé la couleur, comme quoi, bon les gars, vous allez tourner, mais bon, on n'aura pas des gros cachets, on aura des trucs, mais le principal c'est de faire connaître le groupe, de partir sur la route, tout ça. Et en fait, oui, on a eu cette chance-là parce que la France, en fait, c'est un système particulier par rapport à la culture. C'est-à-dire, il y a tous les réseaux des centres culturels français et des alliances françaises à l'étranger et des tournées AFA, voilà. Et donc, c'est un réseau qui est assez incroyable où on se retrouve, si on a été choisi par l'AFA, à aller jouer au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Australie. Il y a eu des moments dans les voyages, par exemple en Chine, on est allé à la muraille de Chine. Et ça, c'est un moment fabuleux, quoi. Quand on est arrivé sur la muraille, j'ai dit rien ça, j'ai dit quoi, c'est là qu'on est aujourd'hui là. Et effectivement, quand tu es là, c'est l'autre réalité quand même. Hein. Et après, il fallait monter là-haut, il fallait monter tout. On est quand même monté jusqu'au 15e quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même plus de 15 étages, quoi. Ah ouais, il y a beaucoup plus même que 15 étages. Nous, on a été jusqu'au 15e déjà, quoi. Au 15e déjà, quand tu arrives là-haut, t'as le vertige, quoi. Et donc là, on s'est fait tous des délires. Bon, on s'est fait un super délire, quoi, on va dire. On était sur la muraille de Chine, on a voulu faire un peu avec du tabac qui fait rire, pour voir un peu les sensations qu'on pouvait avoir dans ce genre de truc, quoi. Et on a vu pas mal de choses, quoi. Tant qu'arrivé en haut, tu sais, en plus avec l'altitude, l'air frais et tout, l'euphorie, et puis on était poursuivis par des guides mongoliennes. Donc chacun avait sa mongolienne avec lui, qui essayait de placer une carte postale et 2-3 bouquins sur la muraille de Chine, et puis qui nous suivaient. Mais nous, on s'est dit, bon, hein, on est des mecs, on va grimper, on est quand même monté très haut. Jean-Pierre Como a encore abandonné d'ailleurs. Après, on est descendu à pied, de l'autre côté. C'était génial. Non, ça, c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs inoubliables, vraiment. Quoi. Qui restera gravé toujours dans notre mémoire. En fait, Sixon, c'est vraiment une famille, hein, tu vois. Donc c'est vrai qu'on pouvait très bien faire des concerts ensemble. Non seulement on s'éclatait, mais quand on partait en boîte ou quand on partait... D'ailleurs, je me rappellerai toujours, Jean-Pierre Como, petit message personnel, mets pas de costume quand tu vas faire un safari, quoi. Parce que le seul mec est arrivé en bas avec sa veste et son pantalon, et genre il partait à une soirée, alors qu'on lui dit on part en safari, là, on part dans un camion, on va faire de la brousse. Paco, il a pas voulu venir, lui, parce qu'il dit, mais moi je connais, tu peux pas aller payer pour aller voir les éléphants. Bon, il avait raison, mais nous on y est allés quand même. C'est vraiment, c'est les pieds nickelés, ou je sais pas, ou les Dalton qui partent, tu vois, au Kenya, ce serait un peu ça, quoi. Donc il y a des gros gags, mais c'était un passage intéressant. C'est vrai que moi j'ai un souvenir particulièrement magnifique on a passé 2 jours à la baie d'Along, donc sur des petits bateaux assez typiques là-bas, qu'on a loué une misère. On a dormi sur la baie et tout ça, on s'est baigné. Enfin, moi je me suis pas baigné. Eux se sont baignés sur la baie d'Along. Et pendant 2 jours, on a navigué au milieu de ces pins ces rochers comme ça, dans la baie d'Along, au milieu de rien, quoi. Pas de musique, on n'avait pas de musique, c'était génial, quoi. Et voilà, juste on se baignait, puis il y avait des bateaux qui nous accostaient de temps en temps, et c'était des petits bateaux restaurants où on mangeait du poisson, du crabe et tout, je me rappelle, c'était quand même un grand moment, un très très grand moment. Un des beaux souvenirs de la tournée qu'on a fait au Vietnam, quoi, en Asie du Sud-Est, où on a été au Vietnam. Et là, il y avait un orchestre qui jouait des passos dobles, et donc, après qu'ils aient joué, on allait discuter un peu avec les musiciens et on s'est rencontrés. Et en fait, je crois qu'on les a invités au concert. Ils sont venus voir le concert. Et donc, une chose dont je me rappellerai toujours, c'est qu'après, ils sont venus nous voir à l'hôtel et on a discuté un peu de saxophone, de jazz, tout ça. Alors, le gars avait entendu parler de Coltrane, de Charlie Parker, mais il n'avait jamais entendu. Voilà, un saxophoniste, tu vois, c'est quand même incroyable. Et ils se sont mis à jouer une petite balade dans la chambre d'hôtel avec Alain, soprano, 2 sopranos, je crois.
voilà, ça c'était vraiment un très beau moment. On ne savait pas parler aucune langue ensemble, mais ils ont joué un peu de musique ensemble. Et quand on est retourné 5 ans après au Vietnam, en fait, ce gars-là était prof de jazz au conservatoire de Hanoï. Son fils jouait de la batterie. Et il y avait 3 clubs de jazz dans la ville. Enfin bon, ça avait changé du tout au tout, quoi. Et entre-temps, il avait dû écouter du Coltrane, du Parker, et tout ça. On est quand même allé 6 mois à New York. Hein, quand même. Une résidence de 6 mois. Ouais, exactement, à New York, on habitait à Brooklyn, très exactement. C'est la première fois qu'on vivait vraiment tous les 6 ensemble quand même. Dans une maison, dans la même maison. Et puis attention, c'était organisé quand même. Hein. Chacun avait des tâches, tu vois. Celui-là, il fait les courses, celui-là, va chercher à brancher l'électricité, etc. Et Paco qui part faire des courses avec je sais pas qui. Et la grosse mode là-bas, c'est d'acheter des bonbonnes de litres d'eau par 5 litres, par 10 des fois. Et donc, il ramène une grosse bonbonne. Et nous, on n'a jamais capté, enfin, on était dans le frigidaire, on buvait, et puis il y a un truc verseur, je crois. Et on boit. Mais plus je buvais cette eau-là, plus j'étais desséché, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait avec cette eau-là, je transpirais un maximum. Et à un moment donné, on regarde de près la bouteille, quoi. C'était marqué eau spéciale pour faire à repasser. Enfin, tu sais, l'eau distillée. Ça fait une semaine qu'on buvait de l'eau distillée. On dit à Paco, bon Paco, les courses c'était rayé, c'est bon. C'était que des plans comme ça, quoi, tu vois. Donc c'était assez drôle quand même de partager cette vie de famille, entre guillemets, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Alors, c'est aussi une façon de découvrir la vie qui est super, parce que finalement, quand on a commencé Sixon, moi et Jean-Pierre, on avait 21 ans peut-être. Bon, c'était entre 20 et 30, quoi. C'est-à-dire, on était quand même au début, c'est la première chose sérieuse qu'on a fait. Et on a fait quand même le tour du monde avec ça. Et c'était un privilège énorme. Et en plus, avec les gens qu'on aime, et puis pour défendre notre musique, c'est vrai que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un musicien.
J'aimerais savoir là, pourquoi le percussionniste, le sixième élément de Sixon, a toujours été aussi instable. Je crois que vous en avez usé 6, voire 7. Ah, je sais plus exactement, on en a usé, on a partagé des moments avec plusieurs percussionnistes. Moi, je pense que, franchement, je pense que un percus est indépendant déjà. Je vais prendre mon joker concernant les percussionnistes. Alors en général, les percus c'est Paco, encore Paco, qui a le droit de regard. C'est-à-dire que à chaque fois on lui demande, tu connais un tes percus, tout ça, pas lui. Non. Les percussions, c'était peut-être un peu la soupape de fraîcheur, quoi. La personne avec qui on pouvait changer, etc. Donc quelqu'un qui pouvait nous amener un peu de nouveauté finalement. Disons que c'est vrai qu'il y en avait un qui au début était de toute évidence le percussionniste de Sixon, Abdou Mboup. Et qui était un gars vraiment avec sa personnalité, qui travaillait tout son folklore avec lui, tout ce qu'un percu peut faire fantasmer, quoi. Musicalement, avec lui, c'était comme les 6 doigts de la main. Après, quand on lui a proposé de jouer dans le disque, Abdou c'est un personnage, enfin bon bref, et il n'a pas accepté, je sais pas pourquoi, enfin on va pas rentrer dans les détails, et du coup ça ne s'est pas fait. Donc il nous a conseillé un ami à lui qui s'appelle Idrissa Diop, qui est un super percu aussi, qui a une super personnalité, qui a donc fait l'album avec nous, on avait sûrement besoin de ce côté, la percu africaine, on va dire entre guillemets, quoi. Donc la connexion s'est faite sans problème, et puis on a tourné avec lui un moment. Ensuite, il y a Jacques Oui, Bobby Thomas est passé, mais bon, on a fait un concert ou deux. Bon, ça a été vraiment une étoile filante qui était à Paris à un moment. Voilà, Jacques Largent a fait vraiment peut-être le travail le plus important des percussionnistes d'un Sixon. Et il est resté pendant des années. Avec lui, on a vraiment développé un son. C'est quelqu'un qui utilisait déjà les premiers sampleurs, les pads électroniques, qui chantait, qui avait un set de percussion, il fallait un semi-remorque pour l'installer. En fin de compte, Jacques Largent, lui, il envoyait le son vers le haut, il aérait énormément l'espace. Et pour moi, c'est le percussionniste de Sixon. Et ensuite, on a fait quand même 2 albums avec Arnaud Franck. Et on est parti aux États-Unis avec lui, et ça a été super aussi avec Arnaud. Et lors du dernier album, en fait, ça a été Manolo Badrena qui a fait l'album. Et au niveau de la tournée, ça a été Nanda Kumar, qui est le tablaïste indien qui joue maintenant dans mon groupe Raleo. Alors le prochain, ça va être un percussionniste qui habite en France et qui est d'origine indienne et qui a un nom qui n'a rien à voir avec ses origines puisqu'il s'appelle Stéphane Edouard. Stéphane Edouard. Stéphane Edouard. Qui joue avec Dabi Touré. Donc je pense que ça risque de promettre si ça passe bien avec Paco, quoi. Mais Paco le connaît et Paco l'adore déjà, quoi. Donc on sait que c'est lui et que s'il n'est pas au courant, c'est lui, il n'a pas le choix. Et donc ça a amené une couleur particulière. Et voilà, mais je crois qu'effectivement le noyau du groupe, c'est 5 personnes et c'est déjà beaucoup.
problème. Ça va? Ça on fait la saca marcher la même, pas de problème. Ça on fait la saca marcher la même, pas de problème. Ça on fait la saca marcher la même, pas de problème. Ça on fait la saca marcher la même, pas de problème.
Sixon aussi, c'est un spectacle, c'est un show même. Et sur scène, l'aspect visuel, d'ailleurs, avec des danseurs, des lumières, a été toujours très important pour vous. Oui, exactement. Exactement. Bah, je trouve que c'est la fête. On veut toujours donner un peu ce côté-là au groupe, quoi. Le groupe Sixon, à un moment, c'est une entité, mais on peut aussi tourner en rond. Il faut aussi essayer d'apporter des choses un peu de l'extérieur, quoi. Et que chaque fois, on a voulu montrer que avant tout, pour nous, la musique et le visuel vont de pair. Encore une fois, ça vient pas mal de... Enfin, sur le décor, etc., on a souvent décoré un peu avec des tissus africains, etc., pour donner les racines de l'Afrique, puisqu'il y a Paco africain, il y a aussi Michel qui est antillais, donc tout ça, c'est... Donc voilà, donc on a amené des trucs, on a amené des plantes, on a amené tout ce qui pouvait changer le décor et ce côté jazz rock très fusion, très cérébral, très dans la musique, comme ça. Oui, Paco, il a toujours aimé aussi le côté spectacle de la musique, c'est-à-dire de vraiment donner oui, le show, j'aime pas le mot, mais un vrai spectacle à part entière au public, quoi. Je peux dire franchement, j'étais le premier, ou même Paco, alors lui, carrément, il démontait sa maison parce qu'il avait plein de tentures africaines, et systématiquement, dès qu'il y avait un concert, il démontait tout, quoi. Il démontait tout, et il recollait tout. Si on jouait au Sunset, il remettait tout sur les murs. Voilà, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il n'est pas... il n'est pas comme un batteur de pur jazz qui va juste se contenter de jouer. Il aime bien donner vraiment un vrai spectacle, quoi, aux gens. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait la déco,
Donc, en plus, nous, on fait une musique quand même qui n'est pas chantée, quoi, pas beaucoup chantée. Donc, alors, moi, honnêtement, ça me fait chier un petit peu d'aller m'asseoir dans un concert. Enfin, même si les mecs, même si ça joue terrible. Mais il me manque quand même quelque chose, quoi, visuellement. On pouvait inviter un cracheur de feu au petit journal, hein, t'imagines, on met le feu au petit journal sans problème. On a fait des trucs comme ça. On a invité un danseur qui faisait des danses Maasai. On laisse Paco en studio 2 minutes, il appelle toutes ses copines choristes, on revient, il y en a 12 dans la salle qui sont prêtes à chanter, on ne savait même pas pourquoi, tu vois. Donc c'était totalement cet amour en tout cas pour la voix et aussi pour le spectacle, pour le visuel, a été un apport important je pense dans le groupe. Power.
Comment définir un peu ce qui est toujours musicalement l'aventure de Sixon? C'est une musique très métissée, multicolore, à base de mélodies chantantes, hein, on s'en souvient, sur fond d'allégresse polyrythmique. Ça, c'est important, cette notion de joie et de rythme. L'énergie binaire, et puis d'improvisation généreuse et qui pouvait même durer très longtemps. Ouais, souvent très longtemps. C'est un peu ça. Ben écoute, l'improvisation est le maître mot chez Sixon. Puisqu'on s'est rencontrés au Cave Cons, on ne se connaissait pas. On a fait un bœuf qui a duré, notre Met Jam a duré un petit moment au Cave Cons. Et on avait le culot d'arriver, de jouer dans un club au Sunset quelque soir, enfin le genre de club où on joue 3-7 en principe. Et on avait le culot d'arriver là avec 3-4 morceaux. Et on tient la nuit. Je crois que le son compact qu'on avait avec Sixon, je pense qu'en gros on l'a eu dès le début, quoi, que c'est vraiment une histoire d'énergie commune. Moi je me rappellerai toujours que Paco et moi, on se consultait jamais pour changer d'ambiance dans la musique ou de changer de tournerie ou de faire des choses, de faire en sorte que la musique reste toujours vraiment vivante et que ce soit pas un truc appris par cœur, répété, etc. Et on se consultait pas. Et on faisait les mêmes choses en même temps, quoi. C'est comme si on était branchés. On disait qu'il y avait de la télépathie à cette époque-là. On pourrait dire que là on est en USB, tu vois, direct, je dirais même en Firewire, d'ordinateur à ordinateur branché, quoi, tu vois. De ce qui fait l'osmose de Sixon, c'est beaucoup le son de chacun qui a marché assez vite ensemble, en fait. Et puis il y a une certaine approche rythmique qui fait que ça a vite donné quelque chose d'assez explosif, quoi. La manière dont on travaille quand on est en période de création, on va dire, monter un répertoire, etc., souvent on amène des idées, c'est-à-dire Louis amène une idée, Paco amène une idée, moi j'amène une idée, Michel ou Alain, et après il y a un travail de groupe, c'est-à-dire que bon voilà, il y a une idée harmonique, mélodique, avec des accords, plus ou moins avec un rythme évidemment. Et après, tout ça se travaille ensemble, c'est-à-dire que la rythmique Michel va proposer un truc, parce qu'il est très riche rythmiquement, donc il va dire ouais c'est bien, mais moi je l'entends comme ci, comme ça, Paco va suivre, etc. Et Sixon c'est toujours, voilà, la musique de Sixon c'est toujours passé comme ça en communauté, quoi. La vie de ces musiciens l'emporte toujours sur la composition originale, quoi. C'est-à-dire qu'il est arrivé 1000 fois qu'un morceau qui était une balade au départ devienne un morceau qui est à 160, quoi. Et puis il arrive 1000 fois qu'un morceau triste devienne un morceau gay, ou qu'on discute des heures et des heures sur un truc, mais on investissait tout le temps qu'il fallait pour qu'un morceau devienne ce qu'il est. D'ailleurs, je pense que aussi tout ce qui s'est passé dans les années après Sixon, ça montre bien que bon, en fait, Sixon, c'est aussi la rencontre de plusieurs leaders ensemble. Avec les idées, tu vois, avec un morceau, avec Sixon, t'en faisais 5, quoi, en fait. Les raisons du succès, c'est cet esprit de groupe, de famille même, qui a su perdurer. Exactement. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, c'est ce qui manque, hein. Moi, je trouve aujourd'hui, pour moi, ce qui me manque dans ce que j'entends, etc., c'est... Il me manque ça, ce côté un peu groupe, cette espèce de truc de famille, etc. Moi, voilà, tribal, et puis un partage des choses. La force d'un groupe, c'est effectivement, on fait plein de choses ensemble, et puis par moment, il faut quand même prendre un petit peu de recul. Il faut prendre un petit peu de recul pour aller prendre un peu des expériences gauche à droite, et puis quand on se retrouve, ça le fait, quoi. Et c'est ce qu'on a toujours fait, hein, et ce qu'on fait toujours, et ce qu'on fera toujours. Si on dit qu'on est 6, il y a un nom à défendre. Il y a un nom à défendre, c'est le nom du groupe. Donc c'est vrai que dans le groupe, j'aurais pu dire c'est moi le chef, mais je ne suis pas le chef, c'est pas vrai. Parce que moi j'ai juste démarré l'histoire. Mais on est quand même 6 dans le groupe, donc on est 6 chefs, quoi. Tu vois, on est 6 chefs et on a décidé de défendre un nom qui est Sixon.
Francis Marmande, dans un article du Monde récemment, écrivait de Paco, on le dit irrégulier, oublieux des horaires, poète de l'événement. Est-ce une légende ou y a-t-il un peu de vrai là-dedans? Non, il y a du vrai. Ben, pour moi, enfin, je veux dire, ça fait quand même 20 ans que je connais Paco. S'il n'était pas... Enfin, je trouve qu'il a très bien dit, les mots sont justes. On remonterait pas ce groupe-là. Enfin, je veux dire, on referait pas ça, quoi. Justement. Donc, pour les raisons pour lesquelles on refait ce truc-là aussi avec Paco, c'est parce que c'est toutes ces phrases-là, quoi. Poète de l'événement. C'est poète de l'événement, ouais. Pour moi, c'est un grand... Tout peut arriver, mais comme le pire comme le meilleur. Mais quand il est là, c'est magique. C'est un personnage qui est très très à part et très particulier, autant dans sa façon d'aborder la musique que d'aborder la vie. Hein, et voilà, c'est un vrai personnage qui est plein de panache et de... Oui, qui est dans l'instant, bien sûr, qui est dans le présent à 300%. Et c'est aussi pour ça qu'il joue comme il joue. Moi, je trouve pas qu'il soit irrégulier. Hein. Quand on le voit à la batterie, c'est un gars plutôt régulier. Hein. Mais en fin de compte, je pense que certaines fois, c'est Paco qui a raison, ouais, concernant le temps quand même. Oui, oui. D'ailleurs, le fait de jouer avec lui, je me sens plus obligé maintenant d'arriver à l'heure, quoi. C'est vrai. Moi, je connaissais bien Paco, plus que les autres. Et qui n'est pas arrivé à l'heure, ni à la balance, ni au concert, Paco Seri évidemment. Et les gars qui m'ont regardé en me disant commence à avoir la goutte de sueur qui perle le long du front. Mais toi, tu connais Paco, Michel? J'ai dit ouais, très bien, ouais. Ils disent mais alors, il va venir? J'ai dit ben, il y a 3 solutions, il vient pas, ou il est en retard. Je suis humain.
Yo. Yo man. Yo. Oh, 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 oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. On est super émus d'être là ce soir. Vraiment. Et grâce à vous. Vous nous avez apporté l'énergie et tout ça. Et en plus, on n'était pas sûr que vous soyez là ce soir. Et là, on est rassurés monstrueux. Voilà, vous êtes avec nous et on est avec vous. Et on va essayer de donner grave. Ensemble. Ensemble. Merci. Vous le connaissez de toute façon. Paco Seri, Georges Cheba, Michel Alibo. Et le petit là, percu, le nouveau Stéphane Edouard. Regardez cette charmante demoiselle, Charo Coto Feringa. Et le chanteur qui vient nous rejoindre aussi, Stéphane Filet. Un applaudissement. Alain de Biossa au saxophone. Et Jean-Pierre Como. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt.
Merci à vous.